Les pubs de luxe en France, c'est un peu ce que sont, en fait, j'ai pensé, les pubs de Noël sur les télés britanniques. Parce qu'en ce moment, c'est la marque de réussite, c'est la pub de Noël pour une marque britannique. Alors, c'est un peu, en France, ce sont les pubs de luxe, n'est-il pas? Ah, ben c'est un moment important, oui. C'est un moment important, les périodes de fête, pour tout le marché du luxe, et particulièrement sur le... Ça fait des jolis cadeaux. Oui. Isn't it? Alors, parlez-vous donc, qu'est-ce qui a marqué, qu'est-ce qui a laissé le plus d'empreintes? Alors, moi, honnêtement, sur la création, je vais laisser Françoise en parler parce que c'est son métier, c'est pas le mien. Moi, je parlerai plutôt, si ça vous intéresse, d'efficacité et qu'est-ce que regardent les marques de luxe quand elles investissent à la télévision. Mais si vous voulez parler des copies, peut-être Françoise. Non, vas-y. Bon. On va commencer avec vous, je crois. Donc voilà. Avec plaisir. Donc effectivement, il y a à notre sens deux piliers principaux à l'efficacité dans la communication. Il y a tout ce qui ressort du ciblage et de la data. Et effectivement, on investit énormément ces derniers temps pour accrocher de la data sur la télévision linéaire et bien sûr mettre en œuvre toutes les possibilités qui nous sont données via le digital, les DMP, etc. Donc ça, c'est un pan. Mais il y a un autre pan de l'efficacité qui est très important et qui est souvent insuffisamment pris en compte par les annonceurs, hormis par ceux de l'univers du luxe, justement, c'est le contexte d'insertion. C'est vrai que ces clients, ils font des magnifiques copies, généralement, Françoise en parlera, avec beaucoup de moyens, ça fait rêver, c'est vraiment un bel univers. Et c'est très important de se poser la question de dans quel contexte éditorial sont insérées ces magnifiques publicités. Et j'en parlais pas plus tard que la semaine dernière avec une responsable d'un très gros groupe de luxe qui me disait qu'elle avait même testé, fait l'expérience qu'il valait mieux avoir une mauvaise copie dans un bon contexte éditorial plutôt qu'une bonne copie dans un mauvais contexte éditorial. Voilà, donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'a compris le luxe, peut-être avant tout le monde. Et vraiment, c'est une industrie qui attache énormément d'importance à l'endroit où va être insérée la publicité, que ce soit en presse, magazine ou en télévision. Voilà, je pense que c'est une très grosse spécificité et ils ont absolument raison de le faire parce qu'on a pu mesurer, nous, à TF1 Publicité, avec... Pardon Françoise, c'était avec la Sofres. Oh. Mais je sais que tu es œcuménique. On a pu mesurer que selon que la publicité était engagée dans un contexte, était insérée, dans un contexte qui avait été déclaré comme engageant par les téléspectateurs ou pas, il pouvait y avoir un différentiel de mémorisation de 30 points. Voilà, 30 points. Non, mais c'est une belle étude. Voilà. Hein. Je confirme. Donc le contexte est très important, vous confirmez? Le contexte est très important. Nous, ce qu'on peut partager ce matin sur l'efficacité, puisque là je suis avec une deuxième casquette qui est Ipsos Connect, qui fait tous les tests d'efficacité publicitaire, des pré-tests, des post-tests. Et je peux partager quelques chiffres qui sont issus d'une base de données européenne. Et on ne peut pas dévoiler en fait les scores de nos clients qui viennent nous tester leur campagne, mais on peut le faire sur le luxe, sur les parfums, parce qu'on a un gros volume en fait de campagnes qui sont testées chaque année. Et sur une base, on a trouvé intéressant pour ce matin de comparer en fait, si on indice sur une base 100 tous les tests publicitaires qui sont faits. En Europe, ça représente 24 500 campagnes qui sont testées, comparé aux 2500 campagnes sur du parfum de luxe. Et on peut voir des indicateurs sur lesquels on surperforme ou on sous-performe, et ça va nous permettre de caractériser un petit peu. Alors, la surperformance qui est très nette sur cette comparative base 100, base parfum, elle est sur le caractère émotionnel, séduisant, unique des campagnes. On a en likability, on a 121 pour les parfums de luxe par rapport à une base 100. On est sur uniqueness à 117 par rapport à une base 100. Et sur la dimension very emotional, on est sur 117 également. Et ça marche partout, ça ne dépend pas des cultures. Parce que souvent on dit même au sein de l'Europe, l'émotion marche différemment dans différents pays. Oui, alors il y a des enseignements spécifiques selon les pays, mais ces marqueurs-là sont quand même vrais dans tous les pays et sont très importants. En revanche,
Il y a des challenges un peu aujourd'hui pour ces marques de parfums en télévision. Un enjeu qui est l'attribution, la différenciation. C'est-à-dire qu'on a trop de campagnes qui sont similaires et si on regarde en fait sur un item qui est cette campagne, je peux vraiment l'attribuer, elle est bien différente, on est là à 53 sur une base 100 par rapport à la publicité dans tous les autres secteurs. Ça veut dire que finalement, il faut privilégier l'esthétique, l'émotion, mais il ne faut pas perdre cette volonté de différenciation. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux vous donner quelques exemples, je ne vais pas vous dévoiler un top, mais dans les campagnes qui fonctionnent très bien à la fois en agrément, en différenciation, on a des grands classiques comme Lancôme La vie est belle avec Julia Roberts, incarnée par ce type d'égérie. On a Dior au sauvage avec Alain Delon, les extraits de la piscine. Donc là, ce sont des formats plus classiques en termes de fonctionnement publicitaire, mais où on va à la fois avoir de l'agrément, de l'originalité. Et on a des nouvelles campagnes qui émergent avec vraiment ce côté attribution forte et différenciation forte, comme les nouvelles copies de Miss Dior, en fait, où vous avez Nathalie Portman qui vous interpelle sur qu'est-ce que vous feriez par amour, donc la dernière version. Vous avez Kenzo World aussi, qui a été diffusé sous plein de formats différents, en télé et en digital. C'est la fille d'Andy McDowell qui danse comme ça dans ce petit film réalisé par Spike Jonze. Donc là, on a vraiment de l'attribution, de l'originalité. Et puis Sauvage de Dior dans les parfums masculins, La petite robe noire de Guerlain. Donc vous avez ces campagnes-là, nouvelle manière un peu de communiquer sur le parfum qui commence à dessiner et à travailler cette attribution et cette différenciation. Alors, Laurent, la question que je me pose en vous écoutant, c'est où est-ce que storytelling s'arrête et où est-ce qu'argument commercial empiète sur le même terrain? C'est ça, toute la question est là, non? Vous voulez dire par rapport à ce que j'ai dit précédemment ou... Mais en fait, si vous voulez, je ne veux justement pas faire d'argumentation, mais comme on a une offre très très large, finalement, ça permet à ces marques de sélectionner vraiment les contextes dans lesquels ils pensent que la publicité aura le plus d'impact et le plus d'efficacité. Et Françoise évoquait l'émotion, et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on a mené aussi une étude assez importante qu'on a présentée d'ailleurs il y a quelques semaines à la Scène Musicale, un endroit vraiment magnifique également, et qui montre qu'effectivement l'émotion c'est aussi un facteur d'engagement des téléspectateurs et d'efficacité, et que les contextes de programmes qui sont diffusés à la télévision, ils génèrent finalement plus ou moins d'émotions, et que notamment tout ce qui relève de la fiction, que ce soit une série américaine, une fiction française, un film de cinéma, ça paraît évident, mais comme il faut entrer dedans, le suivre et s'impliquer, ça génère beaucoup d'émotions et c'est encore une couche d'efficacité supplémentaire pour la télévision. Donc, pour la publicité à la télévision. Donc, nous, vraiment, ce sur quoi on va beaucoup probablement investir l'année prochaine en études et en recherche, puisque sur tout ce qui est data, on est déjà assez, on va dire, pourvu, c'est pour investiguer encore davantage sur l'impact du contexte d'insertion, effectivement, sur l'efficacité de la publicité. Parce qu'on voit des choses, et l'industrie du luxe est effectivement, comme je l'ai évoqué, très sensibilisée à ça, et d'ailleurs, ils choisissent tous les spots un par un. Il y a même un très gros annonceur du secteur que je ne citerai pas, dont le PDG regarde la liste des spots quand il y a un gros lancement de parfum et fait des remarques, et il faut changer les spots s'il estime qu'il n'est pas inséré dans le bon contexte éditorial. Donc c'est vraiment quelque chose que cette industrie a compris avant tous les autres, et je pense que pour aider les autres clients finalement à s'en convaincre, il va falloir qu'on amène quelques preuve d'études, et peut-être que ça nous donnera une nouvelle occasion de travailler ensemble, Françoise. Avec plaisir. Nous, on travaille beaucoup sur les... Enfin, beaucoup d'instituts le font, mais on a développé beaucoup d'expérimentations avec des neurosciences, puisqu'il y a des choses qui deviennent très fiables et faciles à utiliser, avec du genre du facial coding. C'est-à-dire vous recrutez des gens, facial vous les exposez, ouais. Et selon les expressions du visage, vous arrivez à retrouver les émotions qui sont évoquées, mais fraction de seconde par fraction de seconde.
secondes, hein, c'est très très précis. Ça vous permet de comprendre un peu comment fonctionnent des copies publicitaires en télévision. Et si je peux ajouter un mot, parce Ouais. qu'effectivement, l'expérience qu'on a faite, l'étude qu'on a faite sur l'émotion, c'était une méthodologie mixte avec effectivement du déclaratif et du facial coding. Et c'est très intéressant parce que on sait les biais du déclaratif de manière générale en études, hein, on les connaît tous, mais alors quand il s'agit de déclarer des émotions, bah c'est encore pire en fait. C'est-à-dire que c'est très compliqué de déclarer une émotion à son juste niveau. Et on regardait par exemple dans l'étude que parfois les téléspectateurs déclaraient « Ah oui, ce programme-là, il me fait peur ». Mais en fait, quand on faisait le facial coding, on se rendait compte qu'il n'y avait pas très peur, quoi. Parce qu'en fait, on est des grands enfants quand même et on sait que c'est de la télévision. Donc vraiment, ces nouvelles technologies de facial coding, elles nous permettent vraiment d'arriver à rééquilibrer un petit peu les biais qu'on peut avoir sur le déclaratif, et c'est un champ d'investigation assez intéressant. Alors moi, je comprends que vous êtes un peu des magiciens des sentiments, vous scrutez la moindre Des réaction. observateurs. Des observateurs. Les magiciens, quand même. c'est les marques qui font les beaux films. Oui. Alors, mais la question que je me pose, que les gens se posent peut-être dans la salle aussi, c'est quel est l'impact de tout ça? C'est très beau de pouvoir marquer jusqu'au moindre détail l'émotion et de le générer ou de la provoquer, mais vous avez fait des études, je crois, sur les scores d'impact et la mémorisation de tout ça. Est-ce que ça aide vraiment? Parce que c'est très beau, on se sent ému de voir ces beaux films insérés dans le bon contexte, mais est-ce que ça marche? Bah, bien sûr. Après, je rebondirai un peu sur ce que je disais tout à l'heure avec l'outil qu'on a, qui est le World Luxury Tracking. C'est qu'on voit se construire avec les grands médias, mais aussi à travers tout le partage culturel, l'échange, ce qui se passe en magasin, en fait. Le storytelling, il n'est pas juste constitué par un film. Le storytelling, on se le construit chacun. Moi, j'aime bien les théories. Bah, justement, il a travaillé beaucoup sur les neurosciences de Byron Sharp là-dessus, qui est un professeur de marketing et qui explique en fait la construction que chacun se fait. Chacun se fait son histoire. D'ailleurs, très souvent, quand on fait des tests sur des films, on voit bien que les gens n'ont pas compris la même chose et ont retenu des choses très différentes. Et ce qui est intéressant, c'est l'interaction avec les expériences en magasin, avec les échanges qu'on a sur les réseaux sociaux, avec la manière de se renseigner par ailleurs, et l'impact du film. L'avenir dans tout ça, où est-ce qu'on va? On va vers quel genre de tendance? Pour conclure, vous avez 1 minute chacun. Oula, boule de cristal. Ben, moi, c'est ce que j'essayais de dire à travers ces nouvelles copies qu'on voit retravailler, qui commencent à être plus dans la différenciation, c'est-à-dire que oui, il faut de l'émotion, oui, il faut faire rêver, mais à un moment, particulièrement dans le parfum que j'évoquais à travers le volume de tests qu'on a, il y a ce besoin vraiment d'être plus dans la différenciation, la singularité, surtout que c'est quelque chose de très important dans les attentes des consommateurs. Tout ce qui est global, qui ne permet pas de se différencier vraiment, est quelque chose d'important. D'ailleurs, on voit sur le marché du parfum, là plutôt en termes de consommation, un fort développement de petites marques niches, grâce à ça, en fait, sur ce segment-là et sur cette dimension-là. Donc ça veut dire, pour les grandes marques aussi de luxe, travailler cette différenciation, c'est très important. Nous sommes en train de découvrir toutes ces images, effectivement, que nous avons vues tous à la télé. Laurent, votre boule de cristal, pour terminer, quelles sont les tendances? Où est-ce qu'on va? Alors franchement, j'irai pas très loin parce que c'est pas tellement mon métier, donc j'aurais peur de dire des bêtises. Juste, effectivement, je reprendrai par rapport à ce que disait Françoise, et d'ailleurs c'était évoqué dans l'étude que Françoise nous a montrée il y a quelques minutes, l'enjeu de différenciation il est vraiment important. Et effectivement, dans cette industrie-là, c'est un peu comme dans l'industrie artistique finalement. La concurrence, elle est beaucoup plus, on va dire, elle peut venir de partout, et à la fois on peut avoir 2 produits concurrents et en vouloir un 3e, parce que finalement, quand vous achetez le disque d'un artiste, quand vous le téléchargez, c'est pas pour ça que vous n'allez pas acheter le disque d'un autre. Donc effectivement, à un moment, il y a un problème de budget, mais néanmoins, c'est vraiment tous ces éléments qui permettent aux gens de se différencier, de se personnaliser, de se customiser, comme on peut dire, qui, à notre sens, vont prendre de plus en plus d'importance dans l'avenir.